Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo de présentation pour vous décrire l'application MetaDev Profile permettant de développer une évaluation pluridimensionnelle au service du praticien qui s'occupe notamment de patients ou d'enfants atteints du trouble du neurodéveloppement et appartenant aussi au trouble du spectre de l'autisme. Alors MetaDev Profile, en fait, s'attache à répondre à la complexité des tableaux cliniques, hein, TND et TSA, par le profil pluridimensionnel. Alors il y a des principes par rapport à MetaDev Profile, hein, que défend MetaDev Profile. Tout d'abord, c'est la notion de profil. Cette notion de profil renvoie à l'individu et considère que chaque cas est unique et non assimilable dans sa prise en charge à une population commune. La notion de pluridimensionnel renvoie à la complexité d'aspects que revêt une évaluation et à la notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire l'interaction que doit avoir l'équipe éducative, paramédicale, psychologique. Il ne s'agit pas de mettre un diagnostic en place avec cette application, hein. Ce n'est pas un outil diagnostique, mais c'est un outil d'évaluation qui permet d'offrir un moyen pour les problématiques plurielles, complexes des TND-TSA en vue de permettre de commencer une prise en charge rapidement. Ainsi, l'évaluation pluridimensionnelle a comme premier objectif d'analyser les contraintes de base qui altèrent les capacités adaptatives de la personne ayant un TND ou un TSA. Pour cela, la version 1 de MetaDev Profile offre 3 modules comme base d'évaluation: l'évaluation sensorielle ou neurosensorielle, l'évaluation sensorimotrice fonctionnelle et l'évaluation éducative. Alors, que représente l'apport du profil pluridimensionnel? Tout d'abord, la connaissance du patient qui est souvent diagnostiqué ou pas, mais même en cas de diagnostic, hein, peut avoir des comorbidités, c'est-à-dire qu'il peut avoir en fait des contraintes à son développement. Donc la connaissance du patient est très très importante. Ensuite, l'apport pluridimensionnel, c'est de connaître le mode de fonctionnement du patient ainsi que ses dysfonctionnements, qu'ils soient sensoriels, sensorimoteurs, éducatifs ou autres. Ensuite, le profil pluridimensionnel répond aux contraintes du développement du patient. Donc on essaie de comprendre pourquoi ce patient a un retard de développement. Et puis, le profil pluridimensionnel permet aussi de renseigner sur les contraintes à l'inclusion ou à l'intégration du patient. Alors, qu'est-ce que le profil pluridimensionnel? Donc, c'est une notion que j'ai développée depuis quelques années, où il est intéressant en fait de répondre à la complexité des tableaux cliniques. Alors, pour MetaDev Profile version 1, nous avons 3 modules de base qui sont essentiels à la connaissance du patient. Tout d'abord, le profil sensoriel ou neurosensoriel, ensuite le profil sensorimoteur et ensuite le profil éducatif. Dans les prochaines versions, nous allons compléter cette évaluation du profil pluridimensionnel avec le profil socio-familial, le profil cognitif, le profil psychologique, avec les variables, on va dire, psycho-émotionnelles, l'adaptabilité, etc. Et ensuite, le profil de communication qui concernera beaucoup plus la sphère orthophonique, par exemple, ou logopédique. Et puis le profil médical et biomédical, parce que nous savons que dans les comorbidités chez les personnes TND-TSA, il y a des problématiques médicales importantes, que ce soit l'épilepsie, que ce soit des problématiques gastro-intestinales ou d'autres. Ça peut être aussi des cécités, des surdités, etc. Donc tout ce qui est du domaine biomédical et médical doit être étudié. Alors MetaDev Profile, vous pouvez donc déjà aller sur le site pour vous faire une idée de ce que cette application peut offrir, surtout que vous pouvez vous inscrire et avoir 15 jours de gratuité et d'essai pour cette application. Donc vous pouvez aller sur www.metadevprofile.com. Alors ceux qui vont essayer MetaDev Profile, en fait, ils vont opter pour un moyen d'évaluation holistique.
c'est-à-dire une approche pluridimensionnelle où on considère le patient dans son ensemble et non pas uniquement au travers de son diagnostic. Ensuite, on va opter avec MetaDev Profile pour un moyen d'évaluation qui tend à favoriser la mise en place d'une prise en charge individualisée, rapide, avec ou sans diagnostic. On va opter pour un moyen d'évaluation rapide, automatisé et assisté par une intelligence artificielle dont je développerai quelques aspects plus tard. On va opter aussi pour un moyen d'évaluation évolutif dans ses fonctionnalités, c'est-à-dire que les versions futures, c'est une application qui n'est pas figée, elle va évoluer avec des modules supplémentaires, par exemple des modules sur le cognitif, sur la communication, sur le médical, biomédical, etc., d'après le modèle du profil pluridimensionnel. Ensuite, il va y avoir aussi des évolutions fonctionnelles où on va pouvoir comparer différents bilans, c'est-à-dire intra-sujets, c'est-à-dire que chaque bilan, un bilan sensorimoteur ou un bilan sensoriel éducatif, vont pouvoir finalement, on va pouvoir les comparer, on va pouvoir aussi comme ça ajuster la prise en charge beaucoup plus facilement. Et puis on va pouvoir aussi pour certaines institutions, par exemple, ou pour les libéraux aussi, avoir une fonctionnalité de comparaison interpatient pour voir si un patient évolue plus qu'un autre, etc., etc., et pouvoir peut-être ajuster des prises en charge. Et puis il va y avoir aussi une synthèse intelligence artificielle qui va aussi être renouvelée au fur et à mesure des avancées dans la programmation. Alors pour la version 1, qu'est-ce que offre MetaDev Profile V1? Donc dans V1, nous avons des questionnaires, 3 questionnaires principaux de base que sont Senso Profile, que sont Mode Profile et Educ Profile. La version 1 offre une gestion automatisée des calculs suivant la réponse au questionnaire, donc une automatisation des calculs et de la génération de recommandations par l'intermédiaire d'une IA dédiée. Et puis la gestion aussi automatisée d'un rapport dans lequel figureront tous les résultats, l'anamnèse aussi, ainsi que les recommandations faites aux professionnels. Nous avons des projets d'évolution, bien sûr, avec une version V2, dans le sens où cette version permettra de comparer des résultats entre différents types de bilans par module indépendant. Ensuite, on aura aussi une comparaison des résultats des différents bilans entre modules. Et puis, des modules, bien sûr, des modules supplémentaires qui seront ajoutés. Alors les 3 modules de base, nous avons dans cette version 1 de MetaDev Profile, Senso Profile pour le profil neurosensoriel, Mode Profile pour le profil sensorimoteur et Educ Profile pour le profil éducatif. Alors concernant Senso Profile, donc c'est un questionnaire d'évaluation qui comprend 78 questions, qui concerne le dysfonctionnement de la modulation neurosensorielle, mais aussi une partie concernant une évaluation du dysfonctionnement sensorimoteur. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan du neurosensoriel? Donc, il y a 3 processus qui sont connus dans la littérature depuis de nombreuses années, que sont l'hyperréactivité, l'hyporéactivité, ainsi que la recherche sensorielle. Ensuite, on a des modalités sensorielles qui concernent l'environnement versus le corps, puisque nous avons des extérocepteurs et des interocepteurs. Donc au niveau de l'environnement et des extérocepteurs seront visés la vision, l'audition, l'olfaction et la gustation. Au niveau du corps, les récepteurs sensoriels, les modalités sensorielles seront le tactile, le vestibulaire, la proprioception musculo-tendineuse et la somesthésie qui regroupe la douleur et la température. Concernant le tactile superficiel et le tactile profond seront étudiés. Les domaines sensorimoteurs que nous allons évaluer sont au nombre de 4, donc le domaine posturomoteur, le domaine visiomoteur, le domaine oromoteur et le domaine digitomoteur. Alors concernant les résultats, on va avoir une visualisation de la moyenne globale des résultats et de chaque processus aussi par modalité sensorielle en pourcentage. Et de chaque domaine sensorimoteur, bien entendu, puisqu'on a une double évaluation, une évaluation neurosensorielle et une évaluation sensorimotrice. Donc au plus le score en pourcentage est élevé, au plus les dysfonctionnements sont importants. Ainsi, on aura 4 tranches de niveau.
Le niveau adapté entre 0,25%, entre 25 et 50% le dysfonctionnement modéré, entre 50 et 75% le dysfonctionnement important, et entre 75 et 100% le dysfonctionnement sévère. Bien sûr, il y aura par l'automatisation des résultats et des recommandations générées par l'IA, un rapport de résultats et de recommandations, et puis aussi des graphes qui nous permettront à la fois de visualiser chaque modalité sensorielle, chaque résultat dans chaque modalité sensorielle, que ce soit des modalités environnementales ou corporelles, mais aussi on aura des études concernant des comparaisons entre le corps et l'environnement dans chaque processus sensoriel. Par exemple, on pourra voir est-ce que dans l'hyperréactivité, l'hyperréactivité est-elle plus dysfonctionnante pour les modalités appartenant à l'environnement ou pour les modalités appartenant au corporel. On fera de même pour l'hyporéactivité et pour la recherche sensorielle. Et on aura bien sûr une visualisation aussi des domaines sensorimoteurs qui seront effectivement dysfonctionnants avec une comparaison entre les 4 domaines. Voici pour SensoProfile. Alors, pour ModeProfile, c'est un questionnaire d'évaluation qui concerne le fonctionnement sensorimoteur. C'est-à-dire, vraiment, c'est une évaluation sensorimotrice fonctionnelle. D'accord ? Alors, les 4 domaines sensorimoteurs sont évalués par 75 questions, comprenant les domaines posturomoteurs, visiomoteurs, oromoteurs et digitomoteurs. Les niveaux fonctionnels du contrôle moteur. Parce qu'on a différents niveaux fonctionnels. On a un niveau perception, un niveau coordination et un niveau anticipation, qui est le niveau, on va dire, le plus évolué concernant le contrôle neuromoteur. Alors, au niveau de la visualisation des résultats, encore une fois, on va voir la moyenne globale des résultats et aussi de chaque domaine sensorimoteur en pourcentage. D'accord ? Donc on pourra se faire une idée sur la moyenne globale des 4 domaines, et puis on va avoir aussi la visualisation de chaque domaine pour voir s'il y a un domaine à plus travailler qu'un autre, ou qui est plus dysfonctionnant qu'un autre, ou qui est moins fonctionnel. Au plus le score en pourcentage est bas, au plus le niveau d'acquisition est faible. Voilà. Donc au plus c'est pas une échelle de performance, mais c'est plutôt une échelle fonctionnelle. On va voir par exemple que le posturomoteur peut mieux fonctionner que le visiomoteur, que le digitomoteur peut moins fonctionner par exemple que l'oromoteur. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc l'organisation, encore une fois, des résultats par 4 tranches de niveau. Donc au plus c'est faible, donc entre 0 et 25%, ça veut dire que la fonction n'est pas acquise, donc c'est non acquis. Entre 25 et 50%, on va dire que l'acquisition est faible. Entre 50 et 75%, l'acquisition est modérée. Et entre 75 et 100%, l'acquisition est suffisante. Ça ne veut pas dire que elle est suffisante, c'est-à-dire qu'elle permet un niveau d'adaptabilité plus conséquente qu'une acquisition modérée, une acquisition faible ou quand c'est non acquis. Alors, pareil que SensoProfile, on va avoir un rapport de bilan en PDF et des graphes, les rapports faits par l'IA avec les résultats instantanés et les recommandations faites aux professionnels. Et au niveau des graphes, on va avoir la visualisation des domaines sensorimoteurs. Alors, voilà, donc je pense que il est indispensable quand même au niveau des patients TND-TSA. Alors, ils ont énormément de problématiques de contrôle moteur. Souvent des troubles des coordinations qui sont associés, donc il est très important de faire un point sur ces systèmes sensorimoteurs en parallèle aux problématiques neurosensorielles. Ensuite, on a le troisième module, EducProfile. C'est un questionnaire d'évaluation qui concerne le potentiel d'inclusion. Alors, c'est quoi le potentiel d'inclusion ? C'est-à-dire que nous allons avoir 55 questions qui vont cibler 5 domaines qui sont essentiels pour l'adaptation, pour les capacités adaptatives et donc pour l'inclusion, que sont le comportement, l'autonomie, la communication, la relation socialisation et les apprentissages. Du coup, au niveau de ces domaines, il va y avoir une visualisation, bien sûr, globale, de la moyenne globale des résultats, pour voir un petit peu le pourcentage. Donc, si on a un pourcentage, par exemple, entre 0 et 25%,
on va dire que c'est non adapté pour l'inclusion. Et on va avoir aussi pour chaque domaine, hein, c'est-à-dire comme ça, au niveau des éducateurs, au niveau de la prise en charge éducative, on pourra plus facilement cibler les domaines. Par exemple, si l'autonomie est pas très bien développée, il va falloir travailler beaucoup plus l'autonomie, parce que c'est très très important de travailler l'autonomie, par exemple pour l'autodétermination, etc. On peut avoir des niveaux de comportement insuffisants, donc il va falloir travailler sur le comportement, qui est quand même une notion de base pour l'inclusion. Après la communication aussi, hein, on va avoir des personnes non verbales, mais qui ont peut-être une communication non verbale suffisante. Donc on va peut-être là à ce moment-là, avec le logopède ou l'orthophoniste, développer des moyens de communication pour augmenter le niveau d'inclusion, etc., etc. Alors, sur le plan des résultats, c'est la même chose. Il va y avoir un rapport de bilan PDF et des graphes, hein, donc rapport généré par l'IA avec des résultats et des recommandations, et ensuite des graphes avec la visualisation des domaines éducatifs, hein, des différents domaines éducatifs. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les principes essentiels de l'évaluation avec MDP, donc avec MetaDev Profile, c'est de permettre la visualisation d'un profil global qui relate les contraintes au développement. Ces contraintes au développement, ça va altérer bien sûr l'inclusion sociale en général. Ensuite, permettre la possibilité de mettre en place des recommandations pour la prise en charge avec ou sans diagnostic posé, qui va participer à la mise en place du PAI ou de PIA, c'est-à-dire du projet d'accompagnement individualisé ou du projet individualisé d'accompagnement. Alors, aussi permettre de conjuguer une action collective, bien sûr pluridisciplinaire, parce que la plupart du temps, même les libéraux, on travaille en réseau, hein, des fois l'enfant ou la personne est prise en charge à la fois en orthophonie, logopédie, en psychomotricité, en ergothérapie, etc. Donc ça nous permettra en fait de formaliser une organisation en fait des mesures dans un travail d'équipe. On va donner aussi quelque chose d'un peu plus conséquent à l'action éducative. L'action éducative, souvent, elle est mise dans l'autonomie, etc. Mais va y avoir un caractère aussi thérapeutique de plus en plus. On parle de psycho-éducateur, hein, d'une action psycho-éducative et non pas que d'une action éducative. Donc cette action psychoéducative, par le biais par exemple de l'utilisation du sensoriel, il y a beaucoup d'éducateurs en France en tout cas qui ont le statut indépendant ou libéral, on les voit en fait de plus en plus se former au sensoriel et travailler accompagner les personnes TND, TSA en utilisant des process et des outils sensoriels. Et puis aussi sur le plan rééducatif, puisque développer l'autonomie, c'est aussi profiter d'une évaluation sensorimotrice, puisque lorsque, par exemple, on travaille l'autonomie pour s'habiller ou pour la toilette, etc., il y a quand même des tâches digitomotrices, c'est-à-dire qu'il faut faire une évaluation digitomotrice, et ça, c'est intéressant de montrer que cette évaluation, si sur le plan digitomoteur il y a des insuffisances, c'est normal que ça impacte à un moment donné l'autonomie et puis aussi l'estime de soi et l'autodétermination au quotidien. Donc ceci, c'est un soutien à l'action éducative, donc et à l'action aussi paramédicale et thérapeutique. Et puis la dernière conclusion, c'est de permettre un suivi par la possibilité de comparaison des données dans le temps et de voir en fait le fruit de son travail, le fruit de l'interaction entre le praticien et le patient, voire effectivement pour ajuster au fur et à mesure les domaines qui sont aussi problématiques. Par exemple, avec EducProfile, on va faire une évaluation par mois. Comme ça va nous montrer effectivement l'évolution mois par mois du patient. Dans la V2, il y aura la possibilité de visualiser aussi cette comparaison qu'on peut faire déjà dans la V1, hein, puisqu'on aura les résultats, on peut faire des relevés de données hein, avec les résultats de différentes évaluations mois par mois. Voilà. Alors pour Sensor Profile, c'est pas la peine de faire une évaluation tous les mois. Hein. Sensor Profile peut faire une évaluation une fois par an, hein, ça suffit largement, ou une fois tous les 6 mois. Et puis vous pouvez faire, suivant les préconisations aussi que vous mettez en place, hein, parce qu'il va falloir mettre en place ensuite des protocoles et voir si ces protocoles fonctionnent. Hein. Et puis on va voir dans mode profile, on peut faire une évaluation aussi suivant le fruit de la rééducation. On peut faire une évaluation tous les 6 mois pour voir si certains domaines ont plus évolué que d'autres.
Voilà les conclusions. Alors, quelques données maintenant concernant l'IA, parce que beaucoup de personnes ont souvent un peu peur par méconnaissance de l'IA, puisqu'on parle toujours d'IA, on va dire, dans des grands domaines, hein, dans des grands domaines, on va dire, d'applications où l'IA en fait est assez autonome, l'IA réfléchit par elle-même, l'IA finalement se passerait de l'humain. Alors ce n'est absolument pas le cas dans MetaDev Profile, puisque aucune donnée nominative, hein, déjà au niveau de la sécurité, de la protection des données, puisque c'est des données de soins, d'accord, c'est des données de soins, donc bien sûr ça répond à un cahier des charges très 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 strict dans lequel MetaDev Profile garantit une sécurisation à 100%, puisque les données nominatives ne quittent jamais les serveurs de MetaDev Profile, et avant même que donc il y a une anonymisation de ces données avant même que ces informations soient envoyées à l'intelligence artificielle qui est Mistral, c'est une intelligence artificielle française. Donc le processus en fait qui est lancé par MetaDev Profile, c'est que il n'y a aucune donnée nominative, les champs contenant des noms, des prénoms, des emails, des téléphones, les dates pouvant identifier un individu, les adresses et les coordonnées du praticien ou des institutions, et tout champ dont le libellé indique une information personnelle. Tout ceci est gommé, tout ceci est codé, tout ceci est anonymisé, c'est dur à dire, anonymisé avant que l'intelligence artificielle puisse traiter les données. Ensuite, dans cette intelligence artificielle qui est Mistral, aucun stockage, il n'y a aucun stockage. L'API Mistral fonctionne dans un mode qui est nommé stateless, c'est-à-dire que les données qui sont envoyées sont traitées en temps réel pour générer la réponse, puis supprimer automatiquement. C'est-à-dire que Mistral ne conserve aucune donnée transmise et ne les utilise pas à d'autres fins. Voilà, une fois qu'il a traité, elles sont supprimées. Il y a un hébergement européen, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données qui vont partir à droite à gauche, à l'international, à travers des serveurs, que ce soit des serveurs aux États-Unis, en Russie, en Chine, etc. Voilà. Donc l'ensemble du traitement IA s'effectue par des serveurs situés en France, au sein de l'Union européenne, conformément aux exigences du RGPD. La conformité réglementaire, donc le RGPD, donc ce sont des normes en fait de sécurisation des données de santé. Donc il y a une minimisation des données, seules les données strictement nécessaires à la génération de la conclusion sont transmises. D'accord ? L'anonymisation des données sont faites avant le transfert vers l'intelligence artificielle. Et concernant la base légale, le traitement repose sur l'intérêt légitime du praticien à bénéficier d'une aide à la rédaction de ses propres conclusions. Le praticien, il est maître de ce qu'il fait et l'IA est simplement là pour l'assister. Donc on pourrait même plus parler d'intelligence assistée que d'intelligence artificielle. Alors concernant l'hébergement des données de santé, on a des normes HDS. Les données de santé sont hébergées sur une infrastructure, bien sûr, qui est certifiée HDS. Seules des données anonymisées sont transmises à Mistral. Mistral n'a accès à aucune donnée de santé identifiante. On a aussi recours à un Data Processing Agreement, c'est un accord de traitement des données, c'est un DPA, qui est en cours en fait de formalisation avec Mistral AI afin d'encadrer contractuellement les obligations de chaque partie. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on développe. Voilà, je pense que juste une dernière diapo sur la limite et la transparence. Donc l'IA, il faut ne pas en avoir peur puisque ici c'est un outil d'aide en fait, c'est pas un outil de diagnostic. Hein. L'IA ici, elle n'est pas indépendante du tout. Hein. La conclusion qui est générée par l'IA constitue une aide en fait à l'orientation du PAI, hein, du projet d'accompagnement individualisé, selon les résultats obtenus suite à l'action d'évaluation du praticien. Elle ne remplace en aucun cas le jugement clinique du praticien. L'IA ne pose pas de diagnostic et ne formule pas de prescription. Elle calcule objectivement le résultat des réponses et soumet des conseils et des recommandations. En d'autres termes, le praticien reste totalement et absolument décisionnaire. La conclusion générée par l'IA est fournie à titre indicatif et consultatif. Le praticien se doit de conserver son propre jugement clinique et n'est en aucun cas tenu de suivre les recommandations. Il a son libre arbitre et l'IA en fait a un rôle simplement d'agent. Qu'est-ce que c'est un agent ?
Un agent, c'est simplement euh, euh, une IA qui répond à des principes que je mets en place. Voilà. Donc elle est pas là, elle est là simplement pour structurer les résultats en fonction de ce que je programme de l'IA. Et donc elle répond en fait comme un agent, comme un secrétaire en fait qui synthétise et qui permet de mettre en place des conclusions et des recommandations en fonction des résultats, de la description entre résultats et conséquences de recommandations que je programme en elle. Donc, surtout, il n'y a aucun entraînement sur vos données. Vos données, elles sont totalement supprimées du moment où vous avez fini l'évaluation. L'IA ne les retient pas. Les données, elles sont transmises, mais elles ne sont pas utilisées pour entraîner ou pour améliorer l'IA. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les IA en général. Elles s'autosuffisent à un moment donné avec des données, elles traitent des données, puis elles apprennent. Hein. Ce sont comme des machine learning, hein, c'est-à-dire elles apprennent en fait avec leurs algorithmes s'autogénèrent en fonction des données. Là, ce n'est absolument pas le cas. C'est un agent, ce n'est pas une IA qui va s'entraîner et qui va progresser. C'est moi-même qui vais la faire progresser parce que c'est un agent et c'est avec les données que je vais lui fournir en fait qui sont contrôlées qu'elle va générer des conclusions et des recommandations. Voilà, donc du coup, vous n'avez rien à craindre de cette IA. C'est simplement cette application, on l'a faite d'une manière très sécure pour que les institutions puissent être rassurées et répondre à leur cahier des charges par rapport à la Haute Autorité de Santé qui de plus en plus s'intéresse en fait à l'utilisation de l'IA dans des outils d'évaluation. Hein. Donc ça répond vraiment au cahier des charges. Et au niveau des libéraux aussi, c'est la même chose. C'est une application en ligne, mais qui est complètement sécurisée. Aucune fuite de données n'est possible. Il est certain que lorsque vous générez les rapports, si à un moment donné vous les envoyez par mail, nous vous conseillons, parce que là nous ne sommes pas responsables de votre utilisation des rapports, nous vous conseillons de faire appel à des transferts sécurisés, par exemple par Swiss Transfer, etc., qui sont des transferts codés, de ne jamais mettre des rapports dans des boîtes mail. Ceci est fortement déconseillé, voire interdit par la législation. Aucune donnée médicale ou paramédicale, en tout cas sur des données sensibles, ne doit être transférée par des emails non sécurisés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionne MDP, MetaDev Profile. J'espère que vous allez vous abonner. En tout cas, tester cette application, c'est l'adopter. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter via plusieurs mails. Donc, par exemple, vous pouvez me contacter sur sensoted@gmail.com ou bien sensoted@outlook.fr. Merci beaucoup.